Bonsoir à tous et merci de suivre Dialogue Citoyen, votre émission d'interaction entre les gouvernés et les gouvernants. Ce soir, place à la diaspora. En 2015, le président du Faso s'était engagé à leur accorder le vote en 2020, mais surtout à créer des conditions pour leur participation au développement de leur pays. Près de 4 ans après, que sont devenus ces engagements? Qui d'autre que le ministre de l'Intégration et des Burkinabés de l'extérieur, M. Paul Robert Tiendrebeugo, pour nous en parler. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Gongou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le principe de cette émission est simple. Avant de revenir à vous, je vous présente les deux invités que nous avons amenés ce soir ici en plateau qui vont échanger directement avec vous. Et entre ces deux, il y aura des appels téléphoniques, des messages sur la plateforme Présimet que nous allons découvrir ensemble. Et puis en fin d'émission, le jeune public que vous voyez de part et d'autre va nous dire si pendant les 90 minutes d'émission, il a retenu quelque chose. Est-ce que vous l'avez convaincu? C'est le principe de dialogue citoyen. Mais en attendant, je voudrais juste dire que cette émission est bien sûr une émission de la RTB, mais en partenariat avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous faisons donc cette émission. Monsieur le ministre, avant que la technique ne s'installe et que les téléspectateurs commencent à intervenir, nous avons quelques questions à vous soumettre. Et d'abord, la première, c'est la sous-région, puisque ce soir, nous allons parler de la diaspora essentiellement, mais vous êtes ministre aussi de l'intégration. Nous commençons par cela. Depuis un certain temps, on a noté la fermeture des frontières du Nigeria, le géant de la sous-région, 70% du PIB environ en tout cas, avec ses voisins, Bénin, Niger. Le Burkina est champion en matière d'intégration, je crois. Alors, est-ce que ça ne met pas à mal cette intégration-là d'abord? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais, avec votre permission, remercier donc l'ensemble de ceux qui ont permis à cette émission d'avoir lieu, notamment vos partenaires, évidemment la RTV et vous-même. Et je voudrais remercier le public qui est là et les téléspectateurs qui nous suivent. C'est avec donc beaucoup de plaisir que nous nous prêtons donc au jeu de ces questions-réponses et de la redevabilité. Pour revenir à votre question, évidemment, la sous-région ouest africaine est engagée depuis longtemps dans un processus d'intégration qui s'est accéléré ces dernières années. Et nous avons été effectivement surpris de la fermeture, pour emprunter vos termes, des frontières entre le Nigeria et le Bénin, le Nigeria et le Niger. Et il faut dire que depuis que cela est intervenu, la commission de la CEDEAO, ensemble avec les acteurs étatiques, notamment les chefs d'État, ont engagé donc les négociations pour que la situation soit résolvée. Et jusque-là, ça perd du... Oui. Ce sont des questions un peu complexes parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions de libre circulation, etc. Oui, mais comment peut-on chaque fois parler d'intégration? C'est un modèle, l'intégration au niveau de la CEDEAO. Je suis parfaitement à travers l'Afrique et même du monde. On dit que c'est l'intégration la plus réussie après l'Union européenne. C'est vrai. Comment se fait-il que du jour au lendemain, un géant comme le Nigeria ferme ses frontières? Bon, vous savez, il y a beaucoup d'intérêt en jeu et nous ne sommes pas dans cette dynamique de soutien évidemment de ce qui se passe. C'est pour cela que lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenu à Niamey, les chefs d'État ont confié au président du Faso une mission en tant que champion donc de la libre circulation au niveau de la CEDEAO, c'est aider à trouver une solution. Et lors du dernier sommet qui s'est tenu à Abuja, il a été demandé au chef de l'État, au président du Faso, courant janvier, de tenir donc une réunion avec tous les protagonistes. Il faut dire qu'entre-temps, les 3 protagonistes ont eu des pourparlers, des négociations, des consultations qui malheureusement n'ont pas encore abouti, mais ça évolue. Alors je dois vous dire que le président du Faso
a donc pris à corps cette mission. Et dans les jours à venir, nous aurons donc une réunion des experts au niveau des ministères des Finances, de l'intégration, du transport et du commerce, suivi immédiatement le 4 février de la réunion des ministres concernés. Donc ça va être les 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana. Tout ça, monsieur le ministre, c'est un programme. Pendant ce temps, les populations subissent le coût de la situation. Vous savez que ce sont des négociations interétatiques. Notre souhait aurait été que cela n'arrive pas, mais cela est arrivé, il faut trouver une solution. Et nous sommes heureux que le Burkina soit sollicité pour être un acteur de cette solution-là. D'accord. Alors, revenons à notre sujet du jour, la question de la diaspora. Monsieur le ministre, en 2015, la promesse a été pour le président de la vous savez que ce sont des négociations significatives, j'emprunte l'expression qui a été utilisée dans son programme, dans le développement du pays. C'est ça. Pendant que je préparais cette émission, j'ai échangé avec un certain nombre qui disent nous avons toujours des difficultés à investir, par exemple, à pouvoir, dans le domaine économique, avoir des marchés de l'État, par exemple, parce que de l'extérieur, comme on ne connaît personne et que c'est l'expression qu'on utilise souvent, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir rentrer, ils n'arrivent pas justement à rentrer dans ces marchés-là. Comment expliquez-vous cela? Non, je pense qu'au niveau du gouvernement, notamment au niveau du ministère du Commerce, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été posées pour justement assurer beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'accessibilité. Il y a des textes qui régissent les marchés. Nous invitons, à chaque fois que nous sortons, à chaque fois que le président de FASO sort, nous invitons nos compatriotes qui sont à l'extérieur à venir investir. Évidemment, vous dites qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Ce ne sont peut-être pas des difficultés différentes de celles que les investisseurs ici, les opérateurs économiques à l'intérieur rencontrent. Nous ne pensons pas que ce soit toujours une histoire de bras longs, de connaître quelqu'un. Je pense qu'il faut peut-être, à notre niveau, mettre plus d'accent sur l'information. Il faut donner l'information à nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Il faut qu'ils sachent à quelle porte il faut frapper. Et c'est pour cela que, à leur propre insistance, lorsque le ministère de l'Intégration africaine a été créé, nous avons créé une direction de l'information et de la promotion économique. Parce qu'ils ont dit, nous, quand nous arrivons au Burkina, nous ne savons pas où aller. Il y a la Chambre de commerce, il y a le ministère du commerce, il y a l'APEX, etc. C'est où il faut aller pour tel ou tel. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous avons dit, nous allons mettre cette structure-là en place, qui n'est pas une structure d'opérationnalisation, mais une structure de mise à disposition de l'information. Et qui n'est peut-être pas connue. Oui, le ministère est tout jeune. Hein. Donc, cette structure-là est en place. Elle a commencé à travailler. Elle a déjà des contacts avec des compatriotes qui viennent la voir et qu'elle oriente. Donc, je pense que petit à petit, l'information va passer et ils sauront exactement où aller parce que je pense que c'est l'information qui manque. Il y a la question aussi des compétences il était question d'exploiter ces compétences-là, de mettre même un réseau pour pouvoir donc savoir quelles sont les compétences que le Burkina a à sa disposition pour pouvoir justement les exploiter. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas encore venir. Oui, le travail est en train de se faire parce que la mise en place des réseaux, c'est nous-mêmes qui l'avons proposé au forum et c'était l'une des recommandations du forum. Et actuellement, nous sommes en train de la diaspora qui a été tenu en juillet 2018. Oui. Voilà. Et peut-être que nous reviendrons davantage là-dessus. Nous sommes en train de finaliser la politique nationale de la diaspora que nous allons appeler stratégie de gestion de la diaspora burkinabé. Et à l'intérieur, vous verrez qu'il y a donc toute un arsenal que nous sommes en train de mettre en place pour la mise en place des réseaux de compétences. Nous pouvons aussi revenir parler du projet MIDA qui, nous espérons, c'est Migration pour le développement de l'Afrique. C'est un projet qui a été lancé par l'OIM au Burkina depuis 2005, qui a connu une première phase. Il s'agissait en fait d'identifier justement les compétences de la diaspora à l'extérieur pour voir dans quelle mesure on pouvait leur demander de venir soutenir le développement au niveau national.
Le projet a été lancé sous forme pilote. Malheureusement, la deuxième phase n'a pas pu se lancer pour des raisons financières. Le Burkina n'ayant pas tenu sa parole, j'allais dire, parce qu'on n'a pas mis à disposition les finances nécessaires. Mais nous avons décidé, avec l'OIM, de relancer cette phase-là, parce que nous pensons que le projet MIDA peut nous permettre effectivement d'avoir dans certains domaines des compétences qui sont à l'extérieur pour venir nous appuyer. Alors, l'engagement phare, hein, c'est la participation aux élections en 2020. Courant donc, récemment, il y a eu le lancement de l'enrôlement de ces Burkinabés de l'extérieur, un lancement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Le problème qui se pose, Monsieur le ministre, si effectivement le processus est engagé, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que toute la diaspora peut participer, sachant que l'enrôlement va se passer au niveau des sites bien définis, stratégiques. Peut-être, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas accessibles à la plupart, à la majorité en tout cas de ces citoyens-là, qui sont peut-être à l'intérieur du pays alors que l'enrôlement se passe dans la capitale. Oui, je comprends la préoccupation parce qu'effectivement les distances sont grandes, puisque actuellement le code électoral dit que les élections, les bureaux de vote peuvent s'ouvrir et vont s'ouvrir dans les ambassades et les consulats généraux, même pas les consulats généraux. Ce qui limite, ce qui fait par exemple qu'en Côte d'Ivoire, nous avons Abidjan, l'ambassade et le consulat, nous avons Soubré, nous avons Boaké. Alors, pour l'instant, c'est le droit positif, c'est le code électoral jusqu'à ce que le législateur le modifie. Il doit être révisé ce mois de janvier. Bon, oui, en tout cas, il est sur la table de l'Assemblée et nous ne savons pas dans quel sens ça va aller. Pour l'instant, nous allons dans la dynamique. L'Assemblée est composée de partis politiques, les partis politiques qui se sont réunis et qui ont décidé de réviser. Oui, donc, est-ce que quelque part, la question que l'on se pose, ce n'est pas de tenir l'engagement pour la tenir? Non, ce n'est pas tenir l'engagement pour la tenir, puisque comme je vous dis, si demain l'Assemblée modifie le code électoral, il y a la possibilité d'ouvrir d'autres sites. Si c'est ce qui est dit dans la loi, ça sera fait, puisque la partie gouvernementale devra à ce moment-là négocier avec les pays concernés pour savoir où on va ouvrir les bureaux de vote. D'accord, il était question, avant de passer à notre invité, d'évaluer les CSB, c'est-à-dire les CSB qui existent, Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur, c'est ça, c'est la définition que je cherchais, merci. Voilà, où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, là aussi c'est une des recommandations du forum, parce que le CSBE a été créé en 2007. Depuis 2007, il a fonctionné, j'allais dire tant bien que mal. Nous avons, lorsque nous sommes arrivés, nous avons pensé qu'il serait bon, et cela a été proposé au forum, discuté et retenu, il serait bon d'évaluer actuellement le Conseil supérieur de Burkina de l'extérieur, parce que nous-mêmes nous avons regardé, nous ne voyons pas très bien les résultats. Donc nous avons voulu avoir un œil extérieur. C'est pour cela que nous avons recruté un consultant qui nous a produit un travail, et dans les jours à venir, puisque à la fin du mois de janvier, nous avons la réunion du comité de suivi des recommandations du forum qui va se tenir et qui a déjà entre les mains, les membres ont déjà entre leurs mains le projet donc d'études portant évaluation du Conseil supérieur de Burkina de l'extérieur, tout comme ils ont déjà le projet de stratégie nationale de la diaspora. D'accord. Alors nous allons appeler ici M. Drissa Modeste Sissouma. Il est de l'association Tolérance religieuse et dialogue interreligieux. Il va intervenir justement sur la question de la valorisation des compétences de la diaspora et surtout de leur participation au développement. Bonsoir Monsieur Sissouma. Bonsoir Monsieur Dongo. Vous avez 10 minutes pour échanger avec Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Monsieur Sissouma. La toute première question, les engagements du président du FASO, il était question de la valorisation donc, des compétences des Burkinabés de l'extérieur. De ces engagements aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réellement fait dans ce sens-là? Oui, ce qui a été réellement fait en termes de valorisation, c'est déjà
la mise en orbite de la diaspora en tant que telle. Parce que, comme vous le savez, depuis que le président est arrivé, il a mis un point d'honneur à mettre la diaspora au cœur de son programme, en tout cas en termes de politique étrangère. Et c'est pour cela que nous avons immédiatement, lorsque nous sommes arrivés, organisé le forum qui a réuni donc près de 500 participants, dont la moitié venant de l'extérieur. C'était donc leur forum et c'est eux qui ont produit les recommandations. La valorisation des compétences commence d'abord par les questions institutionnelles. Ayant noté donc cet engagement du chef de l'État, au niveau du ministère, nous avons créé la direction de la valorisation des compétences de la diaspora, justement. Et cette direction a entrepris avec les ambassades depuis 2018 et les consulats généraux de recenser. Parce qu'il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Il faut savoir dans quel domaine nos compatriotes sont. Il faut savoir s'ils sont intéressés. Donc nous avons demandé aux ambassades de nous produire des listes de Burkinabés qui sont dans certains domaines et qui sont intéressés, qui se sont inscrits. Ils nous ont produit ces listes-là. Nous sommes en train de travailler là-dessus parce qu'il ne s'agit pas de les compiler. Il faut les analyser, les traiter pour savoir, par exemple, il y a tant de médecins, il y a tant d'informaticiens, etc. Et nous sommes dans cette phase-là. Et très bientôt, je pense qu'à la fin de ce trimestre, nous aurons donc ce répertoire et nous allons continuer, évidemment, à l'enrichir. Okay. Et je vous ai dit aussi que nous voulons lancer le projet MITA qui après sa première phase était plus ou moins en léthargie. C'est un projet qui intervient dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement supérieur et des investissements. Et il s'agit d'identifier les compatriotes qui ont des compétences dans ces domaines-là et puis voir dans quelle mesure nous pouvons travailler. Oui, mais monsieur le ministre, à cette allure, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pris suffisamment de temps par rapport à cela? Parce que nous sommes à moins d'une année de la fin du mandat du premier mandat du président. Oui, c'est évidemment un sentiment qui peut se comprendre puisque tout le monde va aller vite. Mais le ministère a été créé le 31 janvier 2018. Évidemment, on ne vient pas du néant puisqu'il y avait un ministre délégué au niveau des Affaires étrangères. Mais toute notre viatique vient du forum. Et le forum, on l'a organisé en juillet. Il fallait en même temps travailler la substance et mettre en place les structures du ministère. Okay. Cela n'a pas été évident parce que je vous fais remarquer qu'en 2018, nous n'avions pas de budget en tant que ministère. Nous avons hérité d'une scission d'une partie du budget du ministère des Affaires étrangères et nous avons conçu un programme sur la base de rien, puisque ce n'était pas un budget qui était bâti sur notre programme. Ce qui fait que l'année 2018, en réalité, c'était la mise en place de nos instances, de nos structures, etc. Et du recrutement aussi, parce que bon, il fallait avoir du monde. Donc la réalité, c'est que c'est en 2019 que nous avons véritablement commencé à travailler. La preuve, c'est que c'est en début 2019 que le rapport du forum a été adopté en Conseil des ministres, que nous avons commencé les études. Donc on peut avoir le sentiment que c'est lent, mais on vient de loin quand même. Okay. Ben, toujours dans le sens donc, de la participation des Burkinabés de l'extérieur au développement, il est question donc de les encourager dans l'entrepreneuriat. Et au niveau du forum, je pense qu'il avait été question d'un allègement fiscal au profit donc de ces investisseurs de l'étranger. Qu'en est-il de cette question? Est-ce que la politique qui est en construction prend en compte cet aspect? Tout à fait. Le projet que nous portons et qui sera validé la semaine prochaine prend en compte cet aspect d'investissement et il y a des propositions concrètes qui sont faites et si cela passe, nous allons soumettre en Conseil des ministres rapidement. C'est quel genre de propositions par exemple? Non, il a parlé d'allègement fiscal. Nous allons avoir des mesures incitatives pour la diaspora dans un certain nombre de domaines. Okay. Alors, il y a quelques mois, monsieur le ministre, nous avons suivi un peu avec désolation un débat entre les agents de votre ministère et puis les administrateurs civils et les secrétaires administratifs concernant la gestion de l'état civil dans nos différentes représentations et les zones qui sont couvertes par ces représentations.
Alors, la réalité sur le terrain est que ce soit en Côte d'Ivoire, en Italie, et même au Gabon et dans plusieurs autres localités, la diaspora rencontre des difficultés pour rentrer en possession de ces actes d'état civil. Qu'est-ce qui est fait pour vraiment soulager notre diaspora de ces difficultés-là? Oui, bon, je dois relativiser, il n'y a pas eu de guerre, c'est normal. Le ministère des Affaires étrangères a des instances, des structures au niveau des ambassades et des consulats qui font un certain travail. Et vous savez que, bon, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, lorsqu'on recrute au niveau du ministère des Affaires étrangères tous les profils, nous avons des administrateurs civils aux affaires étrangères. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas spécialement besoin d'aller chercher ailleurs. On a des juristes, on a des économistes, etc. Bon, oui, mais cela n'empêche pas, cela n'empêche pas évidemment qu'on puisse, parce que les ambassades, ça représente aussi le gouvernement. C'est pour ça que vous avez des représentants d'autres ministères et tout. Mais pour répondre à votre question, nous avons entrepris de renforcer justement les missions consulaires pour aller aider à délivrer ces documents-là. Le ministère, depuis les affaires étrangères, ça n'a pas commencé avec nous, le ministère a toujours organisé des missions consulaires avec des magistrats et des agents d'état civil pour aller délivrer donc des documents, des actes de naissance, des jugements supplétifs, des certificats de nationalité, etc. Alors, monsieur le ministre, il n'y a pas très longtemps, nous avons suivi que dans la presse, des rapatriements de Burkinabés, j'allais dire manu militari. Et il arrive donc que ces Burkinabés rentrent au pays spoliés de leurs biens et ils laissent tout derrière eux. Ils sont allés faire des années de labeur et ils rentrent. Qu'est-ce que le ministère fait pour que ces Burkinabés-là puissent rentrer en possession des biens qu'ils ont laissés derrière eux? Bon, il faut distinguer les rapatriements volontaires ou les retours volontaires et les retours forcés. Lorsque ce sont des retours volontaires, nous les accueillons. Nous les accueillons avec l'aide de nos partenaires, que sont l'OIM, l'Union européenne, etc. Nous les accompagnons. Vous nous voyez régulièrement, lorsqu'ils arrivent, c'est organisé, nous sommes à l'aéroport avec l'action sociale, etc. La sécurité, puisque nous les hébergeons et on les libère plus tard, on essaie de les accompagner avec quelque chose et puis des projets que l'OIM développe et que nous accompagnons. Et ces migrants de retour là, généralement, ils sont très jeunes. Et je dois dire que la plupart, dès qu'ils arrivent, la première chose qu'ils ont en tête, c'est de repartir. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont laissé souvent tout ce qu'ils ont produit peut-être durant une dizaine d'années? Oui, nous avons un projet qui est déjà lancé parce que il y a aussi la question de l'emploi. Il y en a qui disent si nous restons, nous faisons quoi? C'est pour cela que nous avons approché l'OIM qui a accepté de nous accompagner pour la construction d'un centre d'accueil. Et nous avons immédiatement pris attache avec le ministère de l'Urbanisme qui nous a accordé un terrain de 8000 m² à Bassinko. Nous sommes dans la phase de négociation donc, des titres au niveau du ministère des Finances. Donc c'est pour dire que dans notre entendement, ce centre-là sera un centre d'accueil, mais il sera plus tard un centre d'apprentissage. Et nous souhaitons que cela aille très vite parce qu'effectivement, nous voyons beaucoup de jeunes qui veulent bien rester, mais ils nous disent, bon, nous n'avons pas d'emploi, nous ne savons pas quoi faire, etc. Mais il y a des exemples intéressants du côté, il n'y a pas longtemps, j'étais à Tinkodo. On a visité des jeunes qui ont accepté de revenir, rester et l'OIM les accompagne. Ok. Alors, monsieur le ministre, autre question, c'est la question de la sécurité et de la protection des Burkinabés à l'extérieur. Nous avons vu en Guinée, en Afrique du Sud récemment, et même en Côte d'Ivoire avec les questions des problèmes des taximètres à tabou. Qu'est-ce qui est fait pour que les Burkinabés de l'extérieur puissent, en tout cas, vivre dans la sécurité, dans la protection de leurs droits pour produire et pouvoir rapatrier les fonds dont nous avons besoin ici parce que vous savez bien, 7,5 millions de Burkinabés à l'extérieur, c'est beaucoup et selon donc, les résultats donc, de l'enquête de l'Organisation internationale pour les migrants, on a estimé en moyenne à 40 milliards de francs CFA par an qui reviennent au Burkina.
Qu'est-ce qu'on fait pour garder ces gens-là en sécurité pour qu'ils puissent vraiment produire pour le Burkina Faso? Oui, vous parlez de la protection, évidemment. Cela passe par les ambassades déjà et les consulats généraux qui ont des services d'accompagnement et de protection de nos compatriotes. Ce qui suppose en retour qu'ils se fassent connaître. Et là, c'est le problème de l'immatriculation. Parce que beaucoup se débrouillent pour partir et quand ils arrivent, ils ne se font pas enregistrer à l'ambassade, donc on ne les connaît pas. Pour protéger, il faut savoir qu'il y a quelqu'un déjà. Donc nous lançons un appel systématique lorsque nous sortons, et les ambassades font le travail aussi, le ministère des Affaires étrangères fait le travail, c'est que systématiquement ils viennent se signaler, ils viennent se faire enregistrer et s'immatriculer à l'ambassade. Hors du territoire, voilà, ça c'est le premier réflexe. Le premier réflexe. Ensuite, je vous ai dit que nous allons régulièrement pour délivrer des pièces. Nous organisons des missions consulaires. C'est pour justement leur permettre d'avoir les CNIB, les passeports, etc., les documents qui leur permettent donc d'être à l'aise et de travailler et d'être en règle vis-à-vis des autorités de leur pays d'accueil. Et à notre niveau ici, au niveau interne, nous avons une direction des affaires juridiques, nous avons un certain nombre de structures qui évidemment sont là pour les accompagner dans la protection. Et l'un des éléments aussi de cette protection, puisque c'est la proximité, ce sont les délégués au Conseil supérieur de Burkina de l'extérieur, qui ont été élus en 2018, juste avant le forum, et qui représentent donc ces Burkinabés de l'extérieur qui portent leurs préoccupations auprès des ambassades et auprès de nous-mêmes. Alors, on va dire merci à M. Drissa Modeste Souma d'être venu échanger avec vous, M. le ministre. On va vous raccompagner à votre place. Nous allons, M. le ministre, passer aux questions des téléspectateurs et nous allons découvrir ensemble une question sur la plateforme presimètre.bf. Que nous découvrons ensemble. Après le Forum national de la diaspora tenu en juillet 2018, notre représentant CSBE était revenu nous faire le point et il était question entre autres de la création du réseau professionnel des Burkinabés de l'extérieur, sachant que nous avons assez de compétences et d'experts vivant hors du pays. Où en est-on avec ces projets succinctement, parce qu'on vient de parler... Voilà, justement, j'allais dire que j'ai déjà pratiquement répondu à la question. Nous sommes pratiquement en phase de finalisation donc, de cette compilation et de ces analyses-là. Et nous allons rapidement avoir un premier jet, parce que c'est un répertoire qui sera évidemment évolutif, puisque à chaque fois que nous aurons une compétence, nous allons l'enregistrer. Alors, s'il y a donc des compétences où on s'adresse pour pouvoir se faire répertorier? Oui, au niveau des ambassades déjà. Ok. Nous allons découvrir une autre question ensemble. Une question de Issoufou Sawadogo du Tchad. Comment le ministre compte encadrer et accompagner les délégués CSBE à assumer leur rôle et être appuyés financièrement par les ambassades lorsqu'ils font face à des rapatriements involontaires et massifs des compatriotes? Alors, comment les CSBE, justement les délégués CSBE, peuvent prendre en charge ces personnes? Il faut dire que le statut du délégué CSBE, selon le décret 2007, l'activité est gratuite, c'est à titre gracieux. Et lorsque nous avons lancé l'opération d'élection, de leur élection en 2018, nous avons joué le texte. Donc, ce sont des Burkinabés qui se sentent suffisamment engagés, qui veulent aider leurs compatriotes, qui se font élire. Donc, c'est à titre gracieux. Pour l'instant, nous n'avons pas de ligne budgétaire pour cela, mais ce n'est pas faute de faire un plaidoyer. À l'Assemblée, nous avons posé le problème parce que nous constatons effectivement que sur le terrain, il y a des difficultés de prise en charge, mais cela ne doit pas être, j'allais dire, il ne faut pas attendre cela de l'État parce que selon les textes, les délégués CSBE, ils se prennent en charge, ils sont pris en charge par leur communauté. Maintenant, lorsqu'ils viennent pour les assemblées générales, même les billets, selon les textes, doivent être pris en charge par eux-mêmes et par leur communauté, et nous les prenons en charge au niveau national lorsqu'ils viennent pour l'Assemblée générale. Cependant, nous avons lancé la réflexion et cela fait partie aussi de l'évaluation justement du Conseil supérieur de Burkina de l'extérieur
de l'étranger. Nous allons voir dans quelle mesure on peut trouver des formules. Mais déjà... Parce que là, il parle de rapatriement spécial. Il peut y avoir des rapatriements et bon, même nous lorsque obligés peut-être d'engager leurs propres fonds pour faire des activités. Bon, pour l'instant, il faut cela c'est le cas. Et même nous, lorsque nous faisons cela, nous sommes obligés de rechercher des partenaires, etc. Parce que malheureusement, le budget du ministère, pour l'instant, n'a pas de ligne pour cela. Et les ambassades n'ont pas de ligne pour cela. Nous avons fait le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et nous espérons que petit à petit les gens comprendront qu'il y a des charges effectivement de gestion de nos compatriotes. Mais il peut aussi prendre l'exemple sur d'autres pays. Parce que dans certains pays, ce sont les associations, les communautés qui se prennent en charge par des cotisations, etc. Donc il faut peut-être que nos compatriotes réfléchissent à des formes d'organisation et d'auto-prise en charge pour certaines choses, parce qu'il est évident que certains cas sociaux ne peuvent pas être... Lorsque vous avez 2-3 décès, je ne sais pas, aux États-Unis, il est difficile de demander à l'ambassade ou au consulat de rapatrier, ça coûte très cher et ils n'ont rien pour cela. On a des exemples d'autres communautés qui sont bien organisées. Je pense qu'on peut s'inspirer des bonnes pratiques. On va découvrir une autre question ensemble, sur la plateforme toujours. Monsieur Dorine Ouedraogo du Centre. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est entrepris dans votre département pour faciliter l'intégration des communautés étrangères vivant au Burkina Faso? Oui, merci. J'aime bien cette question. On se préoccupe voilà, parce qu'effectivement, on oublie que nous sommes aussi chargés, notamment des questions de communautés africaines. On dit étrangères, mais je m'en tiens à mon carré. Nous travaillons en étroite collaboration avec ces communautés-là. Et lorsque nous sommes arrivés, ils étaient, j'allais dire, en léthargie. Tout simplement parce qu'il y avait des querelles du leadership, ils n'arrivaient pas à mettre en place un bureau. Nous avons inscrit comme priorité de les organiser et de relancer leurs activités. Nous les avons accompagnés avec les textes, etc. Nous avons été la caution morale qui a mis en place un bureau de coordination. Et ce bureau fonctionne très bien. Il y a une représentation aussi à Bobo-Dioulasso qui fonctionne très bien. Et si vous avez remarqué, ils sont souvent avec nous pour nos activités d'intégration. Et pour prendre le dernier exemple, c'était donc la caravane que nous avons organisée en fin novembre, fin octobre, et suivi donc de la caravane de l'intégration qui est partie de Ouagadougou jusqu'à Tenkolo, qui a fait escale à Moktedo, Koupela, etc., jusqu'à Tenkodogo, qui a fait de la sensibilisation. C'était animé par les communautés étrangères au Burkina. Et ils étaient avec nous au forum à Tenkodogo de l'intégration, qui a donc pris un certain nombre de mesures, de recommandations, adopté un certain nombre de recommandations. Donc ces communautés-là sont avec nous, ces communautés nous accompagnent, nous les avons pris en charge parce que je dois vous dire une chose, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, au niveau des élections locales, les communautés africaines peuvent voter. Les communautés qui ont 10 ans... Voilà. Beaucoup de gens ne le savent pas, y compris eux-mêmes. Oui. Donc, ce sont quelque part des gens qui peuvent aussi participer au choix des dirigeants. Il faut dire que c'est juste au niveau des élections locales. Voilà. Monsieur Brahima Nyambré nous appelle de Ouargaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. J'avais quelques petites questions. La première est... maintenant, pour les choses, le passeport, c'est devenu maintenant biométrique, alors que nous avons nos frères qui sont clandestinement dans le pays, à l'extérieur du Burkina Faso, alors que s'ils reviennent pour faire leur passeport au Burkina, ils ne pourront plus retourner. Est-ce un moyen pour les rapatrier volontairement ou bien c'est comment vous allez faire pour qu'ils gardent leur passeport, étant donné qu'étant là-bas, ils sont en train aussi de financer pour le développement du Burkina Faso. Deuxième question, je vois ici que vous vous intéressez beaucoup aux Burkinabés qui sont à l'extérieur pour les élections. Et je pense que c'est parce que vous comptez sur eux
Même si vous ne pouvez pas avoir des élections au Burkina, vous comptez sur la diaspora, si bien que vous ne mettez pas tout votre temps à résoudre les problèmes des Burkinabés qui vivent au Burkina Faso. Si bien que tout le temps il y a les gros partis par là, on dirait que c'est de l'eau seulement qui coule sur les plumes d'un canard. Parce que si je me rends compte, c'est comme si, même si les Burkinabés qui sont au Burkina Faso ne vous votent pas, à l'extérieur, on peut vous voter. Vous vous intéressez pourquoi eux. C'est quoi la question exactement, Brahima Yambré? Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que comme ils savent que les gens vont les voter, ils s'occupent bien des Burkinabés qui sont au Burkina Faso. Ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes parce qu'ils savent que les élections-là, même si on ne les vote pas, c'est les extérieurs qui vont les voter. Vous voulez dire que le gouvernement s'occupe plus des Burkinabés de l'extérieur que les Burkinabés de l'intérieur? Voilà. Ok, maintenant, monsieur le ministre vous répondra. Voilà, mais maintenant l'intégration. Vous êtes le ministre de l'intégration, on va toujours les tracasseries policières par-ci par-là, mais quand on voyage, on trouve que ça sort par-ci par-là, alors qu'au Burkina Faso, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Pourquoi au Burkina Faso, vous respectez les étrangers, nous respectons les étrangers, et ailleurs, les autres ne nous respectent pas? Et quelles sont les précautions que vous préconisez pour, en tout cas, vous entreprendrez pour nous aider? Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Yambré, de nous avoir appelé. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup, M. Yambré. Je pense que c'est trois questions. Voilà, on commence par la dernière. Les passeports, ok. Les tracasseries. Oui. Au niveau, j'imagine que c'est sur les routes, etc. Oui, bon, voilà, ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure de l'intégration, de la libre circulation, etc. Malheureusement, il y a les textes et la pratique. Mais au niveau du Burkina, vous-même vous l'avez signalé, il y a beaucoup d'efforts de fait. Et nous avons même si ces derniers temps, on a vu des vidéos circuler où il y a quand même quelques raquettes aussi. Oui, voilà. C'est l'occasion pour moi de dire quelque chose. Moi, je pense que tout cela aussi participe de... Enfin, notre comportement aussi participe de la perpétuation de ce genre de pratiques. Je pense que si le voyageur refuse de payer, parce qu'il n'y a pas de corrupteur de corrompu sans corrupteur. Si les voyageurs d'un car, par exemple, décident de ne pas payer, je pense qu'à un certain moment... Monsieur le ministre, lorsque vous vous retrouvez à 400 km de Ouaga, que vous êtes à la frontière, je ne veux pas prendre le nom d'un pays pour ne pas stigmatiser, vous êtes à 400 km, vous n'avez pas de recours, on vous arrête, on dit le car ne bouge pas, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez bouger ou est-ce que... Bon, évidemment, si on continue à raisonner comme ça, ça ne va jamais s'arrêter, parce que vous aurez toujours, j'allais dire, des brebis galeuses. C'est l'occasion pour moi de dire que c'est une minorité. Ce ne sont pas l'ensemble des forces de contrôle, de l'ordre, etc. qui font ça. Il y a toujours dans tout groupe, bon, je ne vais pas employer l'expression de Bado Laura, mon professeur, mais bon, il y a toujours une proportion quand même de gens qui ne sont pas des déviants. Disons ça comme ça. Mais au niveau des gouvernants, qu'est-ce que vous faites au niveau des gouvernants, lorsque nous discutons, vous savez qu'il y a beaucoup de commissions mixtes, etc. Ce sont des questions qui sont posées. Ce sont des questions qui sont posées parce que tous les jours nous vivons cela. Mais il faut voir aussi les tendances. Je pense que plutôt que d'aller à la hausse... Les commissions sont faites pour retarder les solutions. Non, non, pas du tout. Les commissions mixtes résolvent beaucoup de problèmes. Et je dois vous dire que effectivement, c'est parce que bon, comme les gens voyagent beaucoup, ils ont le sentiment que ça ne s'améliore pas. Fait des années même que au Burkina, si vous regardez, nous avons levé beaucoup de barrières entre Ouagadougou et les frontières. D'accord. La deuxième question, le sentiment qu'il a, que vous vous occupez beaucoup plus des Burkinabés de l'extérieur que les Burkinabés de l'intérieur, parce que vous espérez avoir des voix à l'extérieur du pays. Bon, j'entends aussi d'autres personnes qui disent autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis le ministre de Burkina de l'extérieur. Ne me demandez pas de faire autre chose que d'exécuter ma mission. Absolument. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres structures qui s'occupent aussi de l'intérieur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, la première question, les Burkinabés qui sont installés à l'étranger de façon clandestine. Le passeport aujourd'hui est biométrique.
est-ce qu'il faut rentrer, faire le passeport et ne plus pouvoir repartir, ou bien rester sans papier tout simplement? Non, je pense qu'il n'a pas la bonne information, puisqu'il n'a pas besoin de venir au Burkina pour faire le passeport. Vous pouvez aller à l'ambassade, il y a des fiches, vous remplissez, vous prenez les empreintes, les photos. Il y a un service de passeport ici au niveau de la migration qui s'occupe des passeports, et ils ont une équipe qui ne s'occupe que des passeports des Burkinabés de l'extérieur. Et je dois dire que nous collaborons très bien avec eux. On nous reprochait la lenteur du processus. Mais depuis quelque temps, grâce à la collaboration vraiment du ministère de la Sécurité, et notamment de cette direction de la migration, des affaires étrangères, des ambassades, etc., nous avons travaillé à réduire les délais de production de ces passeports-là. Je dois vous dire qu'au niveau de la police, un passeport qui vient de l'extérieur ne fait pas un mois. Ça, c'est la règle. Et nous avons décidé qu'un passeport ne fait pas 72 heures au ministère. Donc les délais, c'est souvent le problème entre l'ambassade et Ouagadougou. Parce que souvent, ils attendent d'avoir beaucoup de dossiers avant de faire la valise. Justement. Et ça prend du temps pour eux. Sinon, une fois que ça arrive chez nous et à la migration, ça va très vite. Et nous-mêmes, nous avons décidé, en dehors des valises diplomatiques, lorsque nous voyageons, nous entrons en contact avec le service de migration pour voir s'il n'y a pas de passeports qui sont destinés à la localité. Et nous les collectons et nous les apportons nous-mêmes. Et je dois dire que le retour que nous avons est très satisfaisant, parce que nous avons contribué à améliorer beaucoup à ce niveau-là. Alors, M. Michel Bayala nous appelle des États-Unis. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, Excellence. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir participer à cette émission. J'ai deux grandes préoccupations. J'appelle depuis le Midwest aux États-Unis. Ma première préoccupation concerne les élections à venir au niveau des États-Unis. Je suis très sidéré d'apprendre qu'il n'y a que deux bureaux de vote aux États-Unis, quand on sait très bien que les États-Unis constituent un continent. Je ne veux pas que ces élections constituent une manipulation politique à quelque niveau que ce soit. Et si aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des élections, nous ne pouvons pas inclure tout l'ensemble des Burkinabés qui vivent aux États-Unis, ne faisons pas des élections. Parce que cette manière de présenter la chose amène une certaine ségrégation, et que j'allais dire, nous sommes dans un pays où le droit de vote est un droit absolu. On ne peut pas le négocier. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des élections en 2020, et ces élections concernent que deux contrées des États-Unis. Et ça, si la CENI ne peut pas, ou le gouvernement du Burkina Faso ne peut pas, il ne faut pas faire des élections. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne les différents consulats dont vous avez mis en place après la mise en place des CSPE du Burkina. Vous parlez de différentes commissions? Oui, je parle des différentes commissions qui ont été mises en place. En dehors de New York et de Washington, les CSPE sont comme des postes fulgurants. On n'a peut-être pas besoin d'eux. C'est-à-dire, il ne faut pas créer une institution ou bien un groupe, comme on appelle là, pour regrouper les Burkinabés, et que cela va constituer un problème dans la division des Burkinabés. En même temps, nous avions une ambassade. L'ambassadeur est là depuis très longtemps. Il n'est jamais venu dans ces différents contrées-là en dehors de Washington et de New York. Je me pose la question, à quoi il sert alors? À quoi il sert? Et je lui ai dit que nous voulons que l'ambassadeur s'intéresse à tous les Burkinabés, non pas constituer un élément pour diviser les Burkinabés. Alors, comme on n'a pas assez d'éléments pour savoir ce qui se passe entre vous, peut-être nous allons garder le cri de cœur. Nous ne comprenons même pas, c'est-à-dire nous ne savons pas ce qui se passe entre nous. Okay. Ce qui doit être, l'ambassade doit être l'organe qui doit nous permettre de nous réunir et de pouvoir réunir l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, la question en fait que vous posez, c'est quoi? La question est que l'ambassade est là, et l'ambassadeur ne s'est jamais déplacé en dehors de Washington et de New York. Voilà, nous voulons savoir quels sont les critères. Il ne s'est jamais déplacé, il n'est jamais venu chez nous.
Ok. Merci à vous, M. Bayala, de nous avoir appelés. Okay. Monsieur le ministre va vous répondre. Merci beaucoup, M. Bayala. Je pense que la première question concerne donc le fait qu'il y ait deux bureaux de vote. Oui, c'est le problème qu'on a posé tout à l'heure de la loi, du code électoral actuel, qui dit que les bureaux de vote ne peuvent être ouverts qu'à l'ambassade et au consulat, donc à Washington, et au consulat à New York. Si les choses évoluent, ça évoluera aussi aux États-Unis. Je comprends effectivement que celui qui est à Dallas, ça peut être compliqué. En plus, vous avez les décalages horaires parce que c'est tout un continent, comme il a dit. Pour l'instant, c'est le droit positif et nous attendons de voir ce que cela va donner. Si l'occasion se présente de faire autre chose, d'aller au-delà de ces ambassades et de ces consulats-là, je pense que l'exécutif ne fait qu'exécuter en fait. Donc c'est tout. La deuxième question, qui n'est en réalité pas une question qui peut vous concerner. Je ne suis pas sûr, d'avoir bien compris les mises en... Parce que nous n'avons pas mis en place de commission à New York ou ailleurs. C'est vrai que le texte portant création du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger prévoit la mise en place de commissions, mais cela ne s'est jamais fait. Cela ne s'est jamais fait. Peut-être que le délégué CSB a essayé de mettre une commission ou des commissions en place à New York, mais nous n'en avons pas connaissance. Et nous, je ne vais pas juger, je ne sais pas si les délégués CSB des États-Unis sont des facteurs de division ou pas, mais nous espérons que ce n'est pas le cas. En tout cas, nous avons souhaité qu'ils soient des facteurs de cohésion, de rassemblement, de solidarité, d'accompagnement. La question de la division, il parle beaucoup plus des ambassadeurs en fait. Oui, l'ambassadeur, vous me permettrez de ne pas... C'est ce que je disais parce que ce n'est pas une question, c'est un jugement de valeur qu'il a fait. Moi, je ne suis pas aux États-Unis. Lui et l'ambassadeur, on ne sait pas exactement quels sont les éléments. Si vous permettez, ce que je peux dire, c'est que l'ambassadeur est à la disposition de l'ensemble de la communauté. Lui-même, il a dit que c'est un continent. Il n'est pas évident qu'en 2-3 ans, on puisse faire le tour de ce continent-là. Moi-même, je suis là en Afrique. Il y a des pays voisins dans lesquels je ne suis pas encore parti. En tant que ministre, pour aller voir nos compatriotes, c'est très compliqué, ça coûte cher, il y a des problèmes. Je ne défends pas l'ambassadeur, je constate qu'il faut laisser aussi le temps au temps. On va passer à autre chose parce que là, c'est une question, je crois, à laquelle on ne pourra pas répondre ici, puisque on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'ambassadeur et ce qui se passe sur le terrain exactement. Alors, je crois qu'on doit avoir une autre question. D'accord, on va appeler ici M. Raoul Kouraougou. M. Kouraougou est ancien vice-président des Burkinabés de Houston, aux États-Unis. Il est là pour justement aborder la question, puisque M. Bayala parlait de cela tout à l'heure, de la participation des Burkinabés de la diaspora aux élections de 2020. M. Kouraougou, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez 10 minutes pour échanger avec M. le ministre. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Kouraougou. Okay. Merci de votre temps pour nous permettre de pouvoir discuter d'un certain nombre de questions concernant la participation des Burkinabés aux élections de 2020. Tout d'abord, nous tenons à remercier le gouvernement d'avoir permis la participation de la diaspora burkinabé au processus électoral. Cependant, ce droit suscite des espoirs, mais également des craintes avec quelques difficultés recensées. Monsieur le ministre, les informations concernant le vote de la diaspora ne semblent pas assez connues. Et le gouvernement pense-t-il communiquer davantage afin de toucher le maximum de Burkinabés? Oui, merci beaucoup. L'une de nos diligences en tant que ministère chargé de Burkinabés de l'extérieur, donc dans le processus justement d'opérationnalisation du vote de Burkinabés de l'étranger, était la sensibilisation, la communication, la mobilisation. C'est pour cela que nous avons immédiatement demandé de passer les formations donc, aux ambassades et aux consulats généraux pour dire qu'il y a un processus qui est lancé. Nous allons venir avec des équipes, parce que nous avons déployé une trentaine d'équipes
en une année dans une vingtaine de pays pour justement procéder à la délivrance de ces documents-là. Donc dès que le chronogramme a été adopté par le Conseil des ministres, nous l'avons immédiatement transmis aux ambassades et aux consulats généraux pour justement diffusion à travers les délégués CSB, les représentants des communautés, etc. Et je pense que ce travail a été fait. Ensuite, vous l'aurez remarqué, depuis qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il fait une sortie, le président de Faso rencontre systématiquement la communauté. Et lors de ces rencontres, le message se passe. Vous allez voter, voilà ce que nous allons faire, nous allons venir vous aider à avoir les documents, etc. Préparez-vous, venez vous faire délivrer les documents. Lorsque nous-mêmes nous sortons en tant que ministère de l'intégration africaine, nous le faisons également. Nous le faisons quasi systématiquement. Pas seulement le ministre, mais même nos collaborateurs le font, parce que justement nous voulons un maximum de participation, parce que c'est une première. C'est une première, donc tout le monde attend. Donc nous ne voulions pas que côté information, il y ait des failles. Maintenant, bon, vous savez que le vote n'est pas obligatoire. Nous avons fait des sorties. Les résultats, nous les voyons. On ne peut pas faire autrement que de constater qu'il n'y a pas un engouement particulier. Je ne sais pas pourquoi les Burkinabés qui ont réclamé ce vote de Burkinabés de l'extérieur, qui ont réclamé le ministère de l'intégration et des Burkinabés de l'extérieur. Maintenant qu'on dit, bon, venez, voilà, vous l'avez, votre droit. Moi, je m'attendais à un engouement tel que peut-être même on allait dépasser le Burkinabé de l'intérieur. Mais bon, peut-être qu'on va analyser tout cela pour voir. Mais l'information, je peux vous assurer, l'information est passée. Merci. Et la deuxième question, monsieur le ministre. De notre expérience aux États-Unis, certains résidents burkinabés se plaignent de n'avoir pas reçu leur passeport et CNIB pour un enrôlement qui a été fait il y a plusieurs mois de cela. Et qu'est-ce qui explique ce retard? Et pouvez-vous rassurer aux compatriotes qu'ils pourront entrer en possession de leur passeport et CNIB avant les élections? Oui, bon, peut-être que ce sont des cas récents. Sinon, moi-même, en septembre, j'ai amené plus de 300 passeports avec moi pour remettre justement à nos compatriotes. Donc peut-être depuis septembre, il y a quelques-uns qui ont fait des passeports, qui ont fait établir des passeports. Mais je peux vous assurer que si nous sommes saisis, puisque vous le soulevez, nous allons vérifier. S'il y a des situations comme ça, s'il y a des passeports qui sont effectivement produits, nous allons tout mettre en œuvre pour que ces passeports-là puissent parvenir. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire que rien que cet après-midi, nous avons été saisis par notre ambassadeur au Gabon, qui a dit que, puisque nous avons envoyé une mission au Gabon qui a fini en fin décembre, donc c'est très récent. Et la mission de la CENI est déjà au Gabon, comme ailleurs. Et ils attendaient déjà leur passeport pour pouvoir s'enrôler. Bon, nous sommes le 11, le 14, c'est un peu juste. Mais lorsque nous avons été saisis, nous avons immédiatement pris attache avec la direction de la migration. Et avant de venir ici, on m'a assuré, nous avons pu récupérer les passeports. Et nous allons voir avec les affaires étrangères dès demain pour qu'on puisse diligenter l'expédition de manière urgente. Pour que, justement, avant que la CENI ne parte, ces compatriotes-là puissent avoir. Donc si c'est le cas, s'il y a des situations comme ça, nous demandons qu'on les signale. Comme je vous l'ai dit, nous avons une très bonne collaboration actuellement, en tout cas avec le ministère de la Sécurité, la direction de la migration, et ils sont très disponibles et je voudrais saisir l'occasion pour les remercier pour leur efficacité. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Et y a-t-il déjà une date exacte pour l'enrôlement sur les listes électorales des Burkinabés vivant aux États-Unis particulièrement? Et avez-vous tenu compte, bon, vous avez abordé cette partie il y a quelques minutes de cela, et avez-vous tenu compte et quelles sont les solutions que vous allez mettre en place pour le problème de la distance, pour que les Burkinabés puissent voter? Bon, attention, l'enrôlement, là, je ne sais pas de quel enrôlement. La CENI est déjà sur la liste électorale. Ça, c'est le travail de la CENI. La CENI est en train de travailler avec
les listes au niveau des ambassades pour enrôler justement les Burkinabés de l'extérieur actuellement jusqu'au 26. Et c'est sur cette base qu'ils vont établir les listes électorales. Donc le processus a commencé au cas où vous ne serez pas au courant. Peut-être qu'il faudrait alerter les gens pour qu'ils puissent effectivement aller rapidement à Washington ou à New York au consulat, etc. Mais oui. Maintenant, la faisabilité, est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être d'installer des bureaux de vote dans certaines villes pour faciliter cela? Parce que quand vous prenez un exemple, la communauté de Houston, il y a près de 1000 Burkinabés. S'il faut se déplacer pour faire 3 heures de vol ou 24 heures de route, cela pose effectivement un problème. N'y a-t-il pas lieu peut-être d'installer des bureaux de vote dans certaines... Des bureaux d'enrôlement d'abord? Oui, des bureaux d'enrôlement et ensuite des... Bon, au risque de me répéter, pour l'instant, le code électoral ne permet pas. Mais si cela... C'est là justement, monsieur le ministre, que le problème se pose. Pourquoi ne pas attendre la révision de la liste avant de lancer l'enrôlement? Bon, ça c'est une question qui a adressé à la CENI. Là, effectivement, vous avez 1000 Burkinabés, je crois. Houston, c'est la plus grande communauté des Burkinabés aux États-Unis. Et malheureusement, ces personnes n'ont peut-être pas la possibilité de se faire enregistrer. Non, cette question, c'est une question qui est adressée à la CENI, puisque c'est elle qui fait l'enrôlement. Je ne sais pas si les dispositions, sur la base des dispositions actuelles, elle peut repartir d'ici les élections. Sinon, nous constatons. Nous avons une équipe actuellement justement en Côte d'Ivoire, enfin 5 équipes en Côte d'Ivoire actuellement. C'est la dernière équipe de notre chronogramme. Et justement, nous avons tout fait pour qu'elle finisse le travail pendant que la CENI est toujours là-bas, pour que justement on essaie de faire en sorte que certains de nos compatriotes qui vont avoir les documents maintenant puissent se faire enrôler. Pour la dernière question. Ok, pour la dernière question, monsieur le ministre, il y a risque de faible participation de la diaspora dû au fait que la majorité, comme nous parlions tantôt, la majorité des bureaux, à savoir les ambassades et les consulats généraux, sont distants. Avez-vous pensé à des alternatives au vote physique, c'est-à-dire un processus qui sera utilisé pour permettre peut-être aux électeurs de voter par courrier ou par voie électronique, tout en garantissant la crédibilité du processus, c'est-à-dire des solutions pour vraiment permettre un fort taux de participation à cette présidentielle? Ouais, bon, vous êtes aux États-Unis, vous êtes le vote électronique et tout ça. Je pense que ça, c'est encore une fois, ça c'est une question qui relève de la CENI et je crois savoir que certaines de vos préoccupations ont été discutées au début du processus. Donc peut-être qu'ils ont finalement opté pour ce qui se passe actuellement. Mais c'est bon, surtout que la CENI aussi travaille que sur la base du code électoral et jusque-là, il n'est pas possible que les Burkinabés, je pense, votent par voie électronique. Non, pour l'instant non. Voilà. Nous allons dire merci à monsieur Raoul Kouraogo d'être venu échanger avec vous, monsieur le ministre. Nous poursuivons donc cette émission avec monsieur Abdoulaye Zanré qui nous appelle de Mali. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, notre préoccupation a trait aux délégués CSBE. Depuis leur mise en place en 2018, comme vous l'avez si bien précisé, ils avaient des difficultés pour entrer en possession de leur carte. Et beaucoup d'encre et de salive ont coulé sur cette question, même sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il exactement aujourd'hui de ces cartes? Enfin, monsieur le ministre, nous voulons vraiment traduire notre satisfaction d'avoir un ministère plein chargé des Burkinabés de la diaspora. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, sur les cartes. Oui, sur les cartes, effectivement, après l'élection des délégués au CSBE, on devait leur établir des cartes. Mais il se trouve qu'il y a eu dans beaucoup de juridictions
des contentieux. Et ces contentieux... Les juridictions, ce sont les ambassades. Oui, pour les juridictions que nous avons créées, donc au niveau des ambassades. C'est facile. Oui, d'accord. Les ambassades qui ont organisé donc les élections des délégués au CSBE. Donc nous avons eu un certain nombre de contentieux qu'il fallait vider. Et nous avons vidé ces contentieux-là parce que bon, il y a eu des... Bon, c'est comme tous les contentieux, les contestations, etc. Nous avons validé finalement la liste en janvier 2019, après avoir vidé tous les contentieux en décembre. Nous avons fini en décembre, nous avons validé les listes en janvier. Nous avons établi donc, nous avons pris l'arrêté qui nous met les délégués au Conseil supérieur de Burkina et l'étranger. Et nous l'avons immédiatement, dès que je pense le 13 mars, et immédiatement 2 jours après, nous avons transmis cet arrêté-là aux ambassades et aux consulats, mettant à leur disposition donc la liste validée des délégués au Conseil supérieur de Burkina et l'étranger. Et en même temps, nous avons joint un formulaire que nous avons élaboré avec l'ONU, justement parce que nous avions décidé de leur donner des cartes biométriques. Et nous avons joué ces formulaires-là en leur demandant de les remplir et de nous les renvoyer pour que la CENI puisse établir leurs cartes. L'ONU, la CENI, autant pour moi. Nous avons attendu, puisque nous voulions avoir toutes les fiches, nous avons attendu pratiquement jusqu'en juillet. Et nous n'avons eu que 70 retours. Là d'attendre, parce que je me suis dit, bon, si nous attendons, nous allons pénaliser ceux qui se sont mis en règle. Donc nous avons saisi l'ONU, nous avons acheminé ces 70-là, et nous attendons jusqu'à l'heure où je vous parle, une quarantaine de fiches. Qui ne sont pas encore revenus. Oui, qui ne sont pas revenus, nous ne pouvons pas établir les cartes. Et toutes les cartes les fiches qui sont rentrées, nous avons transmis à l'ONU, qui a fait diligence et qui entre-temps avait des problèmes parce que bon, on voulait, comme je vous ai dit, c'était les cartes biométriques. Il y a eu un moment où ils ont eu des problèmes de produits. On a essayé plusieurs fois. Bon, eux-mêmes, ils ont produit, ils ont vu les échantillons, ils n'étaient pas satisfaits. Nous-mêmes, on a vu. Finalement, on s'est entendu. Lorsqu'on a pu faire, nous avons immédiatement retourné les cartes et tout le monde a accusé réception. D'accord. Donc maintenant, je ne peux pas établir des cartes des délégués qui n'ont pas rempli les fiches. Ceux qui ont rempli les fiches, certains ont été pénalisés parce que nous avons voulu avoir tout le monde. À défaut d'avoir tout le monde, nous avons établi les fiches qui sont rentrées, les cartes pour les fiches qui sont rentrées. Donc les délégués qui ont fait leur travail ont reçu les cartes. Alors, M. Diarra Lassina nous appelle de Bérigadougou. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Nous vous écoutons. Voilà, moi, c'est concernant le vote des Burkinabés de l'étranger, là. Allez-y. Voilà, vous exigez la carte consulaire, voilà, pour que les Burkinabés puissent voter, ceux qui sont à l'extérieur, quoi. Maintenant, si... Ce n'est pas la carte consulaire. La carte consulaire n'est pas plutôt exigée. La carte consulaire ne fait pas partie des documents de vote. Okay, c'est plutôt le passeport et la carte d'identité. Ah, le passeport. Oui. Voilà. Maintenant, un chef de famille, pour se procurer la carte, le passeport, vous voyez que ça engendre un coût, quoi. Pourquoi ne pas se limiter seulement à la carte nationale d'identité? C'est rien que la carte nationale d'identité, quoi. Parce que des acteurs, des politiciens pourront récupérer la situation. Essayer de procurer cette carte aux votants et puis maintenant ils vont passer de leur temps. Voilà, il ne faut pas que les facteurs économiques viennent engendrer en tout cas voilà, un truc. Moi je trouve ça comme si c'est une forme d'exclusion. Hein? Si on n'a pas les moyens financiers, voilà. Vous voyez qu'un chef de famille qui a 10 personnes qui vont payer pour faire le passeport de 10 enfants pour qu'ils puissent aller voter. Ouais, quelqu'un qui paie cette somme-là va les récupérer. Les politiciens vont faire un mauvais usage. On a compris votre question, monsieur Diarra. Monsieur le ministre va vous répondre.
Oui, merci M. Diarra. Je crois qu'il y a une petite incompréhension parce que je crois l'article 53 du Code qui a été voté, donc, qui a été adopté en juillet 2018, dit que c'est le passeport ou la carte nationale d'identité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Les deux, oui. Donc, et je dois vous dire aussi une chose, nous délivrons les CNIB au même coût qu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, la CNIB coûte 2500 francs. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de finance. Ne cherchez pas le passeport, cherchez la CNIB. Si c'est pour les élections, peut-être si vous voulez un passeport pour voyager, ça c'est autre chose. Mais en termes de coût pour les élections, vous avez le passeport ou la CNIB. Ça c'est quand donc, vous êtes dans la sous-région CEDEAO. Quand vous êtes en Europe ou aux États-Unis, vous avez besoin de, oui, vous avez besoin, de passeport pour y arriver d'abord. Si vous êtes déjà arrivé là-bas, j'espère que vous avez un passeport. Tu peux payer. Si vous n'avez pas un passeport, on peut... Bon, je pense qu'il faut quand même reconnaître une chose. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ce que le Burkina est en train de faire. Je pense que si le gouvernement envoie des équipes jusqu'à chez vous, en Italie, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, même à Lomé, etc., ça a un coût. Ça a un coût et je pense que vous pouvez quand même faire l'effort. Lorsque nous envoyons une mission consulaire, ce n'est pas moins de 10 millions. Ce n'est pas moins de 10 millions parce qu'ils sortent pour au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc je me dis que, étant donné quand même que ce pays-là, qui n'a pas beaucoup de moyens, fait l'effort pour aller vers ses ressortissants à l'extérieur, bon, la moindre des choses, quand même, c'est aussi de faire l'effort d'aller vers les équipes qui viennent jusqu'à vous, quand même, pour vous donner. Parce que je dois vous dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Hein. Ni pour les missions consulaires ordinaires, ni pour les missions consulaires spéciales que nous avons lancées cette année. D'accord. Voilà. Une autre question. Monsieur Oumarou Kaboré nous appelle du Soudan. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, c'est M. Kaboré, délégué CSP du Soudan. C'est pour une question pour M. le ministre. Allez-y. Pourquoi Burkinabé du Soudan ne peut pas voter? C'est ça qui est mon question, quoi. D'accord. Monsieur le ministre. La question de Oumarou Kaboré. Oui, le Soudan relève de l'Égypte. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons pas pu envoyer une équipe. Voilà, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat général. Je pense qu'ils ont demandé un consulat général. Le processus n'a pas encore abouti. Il y a une bonne communauté. Il y a une forte communauté et c'est une communauté qu'il faut saluer parce qu'elle est très fière d'exprimer son attachement au pays. Donc je pense que c'est une question que nous allons prendre à bras le corps pour s'il y a un consulat. Bon, si toutefois ils peuvent aller voter au Caire, bon, pour l'instant c'est la situation. Nous allons prendre une question sur la plateforme. Nous allons découvrir ensemble Dorine Ouedraogo du Centre, Monsieur le ministre, à quand des députés pour le compte des Burkinabés de l'étranger? Mais je suis tenté de dire quand la loi sera votée pour cela. Donc, pour l'instant, je crois que le code ne le prévoit pas. Je crois savoir que il en est question dans le projet de constitution. Voilà, donc, mais pour le moment, donc, il faut. Voilà, je pense que cela a été évoqué. Mais bon, comme cela n'a pas été adopté encore, pour l'instant, il n'y a pas de. Mais alors, on tend vers ça évidemment à un certain moment, puisque si on veut vraiment les intégrer, c'est sûr qu'à un moment ils auront des députés. Pour l'instant, en tout cas pour les élections de 2020, ça ne sera pas possible. Alors, une autre question sur la plateforme, Monsieur Romia Layana de l'Allemagne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser si la carte consulaire est nécessaire pour l'enrôlement sur les listes électorales et si oui, sur quelle base légale? La réalité est que bon nombre ne possèdent pas cette carte en plus du passeport et sont déjà recensés dans leur localité.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que la carte consulaire fait partie des cartes qu'il faut utiliser pour se faire enrôler sur les listes électorales? Si oui, sur quelle base légale? Non, la base légale, c'est la liste de documents qu'il faut, par exemple, pour une CNI ou un passeport, qui permettent d'avoir la carte d'électeur. C'est tout. En principe, la carte consulaire ne fait pas partie des documents qu'il faut utiliser. Pour le vote. Pour le vote, oui. Oui, pas pour le vote, mais la carte consulaire entre parfois dans la constitution des dossiers pour avoir, par exemple, telle ou telle pièce. Si j'ai bien compris. La dernière question, une autre question, monsieur, on va découvrir ensemble. Tendambiga, voilà, CENI du Gabon. Bonsoir monsieur le ministre, depuis quelques jours l'enrôlement se passe à Libreville, mais en un seul point, l'ambassade, comme lieu d'enrôlement. Nous avons des compatriotes qui ont la CNUB mais qui n'ont pas la carte séjour et ils ont peur d'aller s'enrôler au risque de se faire arrêter par la gendarmerie. La suite de ma question, pourquoi ne pas leur donner une chance en faisant l'enrôlement dans leurs zones et villes respectives? J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre qui se sont concertés pour sortir la même question, mais on ne peut que donner malheureusement... C'est ce qu'ils vivent malheureusement. Voilà, oui, c'est pas une comprends concertation peut-être, mais... Non, c'est pour une boutade, mais je pense qu'effectivement, actuellement, c'est le code tel qu'il est. Et on espère qu'on pourra, ça pose évidemment le problème de la carte de séjour, etc. Bon, la légalité, la clandestinité, etc. Mais bon, je pense que petit à petit, il y a un travail qui est en train d'être fait, parce qu'on n'avait pas d'ambassade au Gabon. Maintenant qu'on en a une, je pense qu'il y a un travail qui est fait aussi avec les autorités pour lever un certain nombre d'obstacles. D'accord. Peut-être une dernière question avant d'appeler. D'accord. Donc on va appeler peut-être Adama Coulibaly, le vérificateur, qui va rentrer ici. C'est la dernière étape de cette émission, monsieur le ministre. Adama Coulibaly est chargé de recueillir tout ce que ce public qui est ici a pu retenir pour vous, et aussi il a suivi l'émission avec d'autres personnes. Il nous dira qu'est-ce qu'ils ont retenu de votre prestation ce soir. Bonsoir Adama Coulibaly. Bonsoir Simon. Bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir monsieur Coulibaly. Après 1h30 d'horloge environ, le pôle de vérification qui vous a suivi avec attention a pu faire quelques observations. Et il y a sans doute, on sent une volonté d'agir, d'impliquer la diaspora dans le développement de Burkina. Mais les actions peinent à se concrétiser. Cela peut-être au regard de la jeunesse de votre département ministériel que vous avez évoqué tantôt. Beaucoup de préoccupations donc soulevées ce soir avec des réponses de votre part, mais le pôle de vérification estime que vos réponses sont assez moyennes. Pour certaines questions, par exemple, vous n'êtes pas allé assez en profondeur. Donc, monsieur le ministre, pour votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous attribue la note de 6 sur 10. Donc le public est également ici sur le plateau vous a noté et sa note est de 8 sur 10. Donc ce qui vous donne une moyenne de 7 sur 10, monsieur le ministre. Merci. Merci. Voilà. Monsieur le ministre avait dit qu'il n'était pas un bon élève, mais il a eu quand même 7 sur 10. J'ai eu la moyenne. Vous avez eu la moyenne, mais peut-être aussi, il a dit, la jeunesse de votre département vous donne des circonstances atténuantes sur les résultats qu'on a pu avoir ici. Votre réaction après Adama Coulibaly? Oui, c'est juste pour vous remercier. Je pense que c'est un devoir de redevabilité auquel nous nous sommes soumis. Je pense que c'est tout à fait normal. Et je salue donc cette initiative. Comme je le disais en boutade au début, j'ai toujours été un mauvais élève, donc je m'attendais à un 3 ou un 4 sur 20, mais ça n'allait pas changer ma détermination à travailler donc pour les Burkinabés de l'étranger et à mettre en place et en œuvre le programme du président du Faso. En tout cas, je remercie donc le public, je remercie les vérificateurs. Je comprends parfaitement, parce que bon, le temps aussi pour les réponses ne permet pas toujours d'aller en profondeur, mais c'est tout à fait...
court derrière le temps parce qu'on a juste... Voilà, et je suis même étonné qu'on ait déjà fait 1h30. Ça passe très vite. Merci d'être venu. Merci à nos invités qui sont venus échanger directement avec vous. Merci au public. Merci à l'équipe d'animation, l'équipe technique, à tous ceux qui ont participé, surtout les Burkinabés de la diaspora qui ont participé massivement ce soir. Nous vous remercions donc d'avoir appelé. Et puis vous dire que la dernière édition du journal, c'est tout à l'heure à 22h30 avec Monira Kéré. Rendez-vous le mois prochain en vous souhaitant tous nos voeux de bonne santé pour l'année 2020 et que donc cette année nous apporte beaucoup de bonnes choses pour la réalisation de nos objectifs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV.